Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, l'Université de Montpellier attribue aujourd'hui un doctorat honoris causa au professeur John Gardia Olmos, recteur de l'Université de Barcelone, honoris causa qui est attribué dans le cadre d'un partenariat tout à la fois historique et stratégique avec l'Université de Montpellier ou entre l'Université de Montpellier et l'Université de Barcelone. L'octroi de ce titre honorifique au caractère exceptionnel pour l'établissement, chers collègues, eh bien, souligne votre engagement personnel dans la structuration de votre établissement, le positionnement également à l'international de votre établissement et également le renforcement de la collaboration entre nos deux universités. Tout nouvellement réélu, Monsieur le recteur, eh bien, vous êtes aujourd'hui accompagné d'une délégation comprenant votre équipe rapprochée, ou pourrais-je dire votre garde rapprochée, Paul Ramos, Ander Erasti, Luna Balthazar et Eva Perillo, excusez pour les erreurs de prononciation, Meritxell Chavez, là-dessus j'ai pas d'erreur, je connais Meritxell depuis de nombreuses années, qui est secrétaire général de l'Alliance Charme, et le professeur également Oriol Amat de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Lui aussi, chers collègues, vous aussi récemment honoré du titre docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Alors, je ne vais pas, dans ce propos introductif, être très long. Je vais immédiatement laisser la parole à François Pierrot, qui va évoquer donc l'historique de la collaboration entre l'Université de Barcelone et l'Université de Montpellier et l'impact de l'Université de Barcelone sur la création de notre projet d'université d'excellence. Je laisserai ensuite la parole à Gilles Subrat, au professeur Gilles Subrat, pour évoquer la collaboration dans le cadre de l'Alliance européenne Charme 8, devenue d'abord Charme 5, maintenant Charme 8. Et puis ensuite, je reprendrai la parole, chers collègues, pour prononcer votre éloge, puisque c'est vous que nous honorons aujourd'hui, vous en tant qu'universitaire, vous en tant que visionnaire, vous en tant que responsable d'établissement avec cette vision si singulière d'ouverture sur d'autres pays européens, mais également d'ouverture sur le monde et l'ambition que vous avez, cher ami, pour votre si belle et si grande université. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants. En tout cas, un grand merci pour votre présence aujourd'hui, vous à titre personnel et également l'ensemble de votre équipe. Cette présence nous honore et fait que dans quelques instants, cet après-midi, eh bien, vous serez désormais docteur de l'université et vous serez pleinement un des nôtres. Merci. Monsieur le recteur, cher John Gardia, l'usage veut en général que le premier orateur salue chacune et chacun dans la salle en ses grades et qualités, mais vous connaissez mon manque de compétences pour cet exercice périlleux, on oublie toujours quelqu'un, donc je laisserai Philippe le faire, il n'oublie jamais rien. Alors laissez-moi plutôt démarrer par quelque chose qui est une anecdote très personnelle, très loin a priori du sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est pas si loin que ça. Cette semaine, j'ai eu, c'est une annonce, le bonheur d'accueillir dans notre famille notre première petite fille. Elle s'appelle Louise. Vous allez me dire quel rapport. Mais cette naissance m'a amené à m'arrêter un moment sur le calendrier pour remarquer une coïncidence intéressante, je crois. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2024 et il y a exactement 816 ans, jour pour jour, le 2 février 1208, naissait à Montpellier un autre enfant, prénommé Jacques. Je pense qu'en catalan, on ne prononce pas Jacques, on dit sans doute Jaume ou quelque chose comme ça. Donc le fils de Marie de Montpellier, de Pierre d'Aragon. Devenu Jacques Ier, ce petit Jacques-là, porta ensuite la couronne d'Aragon, mais il porta également, entre autres, le titre de comte de Barcelone et celui de seigneur de Montpellier. On oublie souvent donc qu'au Moyen-Âge, et pendant, je crois, près de 150 ans, alors je suis prudent parce que vous savez que je suis ingénieur en mécanique et pas historien, mais je crois près de 150 ans, Barcelone et Montpellier appartenaient donc à une même entité politique. Et hasard de l'histoire mouvementée de notre continent ou pas, c'est à cette période que fut créée la première école de médecine à Montpellier, et aussi à cette période
que fut créée la première université de Montpellier en 1289. À l'époque, Montpellier était certes une cité encore naissante, et Barcelone déjà le centre d'un territoire vaste, sur le plan culturel ou économique, mais enfin, Montpelliérains et Barcelonais, nous étions à l'époque, en quelque sorte, déjà ensemble. Alors, depuis le Moyen-Âge, bien sûr, beaucoup de choses ont changé, et l'histoire des peuples, des nations, des États a fait son œuvre, forgé des identités et créé des frontières. Et il y a aujourd'hui un trait qui, sur les cartes de géographie, en tout cas, semble séparer ce morceau d'Europe dont le cœur est Barcelone de cet autre morceau d'Europe dont le cœur est Montpellier. Mais vous recevoir aujourd'hui, cher Johan, vous honorer, mais surtout être honoré par votre présence, c'est en quelque sorte transformer ce trait qui sépare en trait d'union, c'est voir la frontière qui nous sépare plutôt comme un point de passage, c'est se souvenir que Barcelonais et Montpelliérains, nous sommes un peu frères finalement au sens de l'histoire. J'en reparlerai pour l'avenir, ça a sans doute encore plus d'importance. Revenons aux deux universités. Elles sont de taille et de profil un petit peu différents. L'université de Barcelone est bien plus vaste, elle accueille plus d'étudiants et elle dispense des cours dans l'ensemble des disciplines, ce que l'université de Montpellier ne fait pas tout à fait. Mais néanmoins, elles partagent des points communs qui me semblent très importants. Elles sont très engagées dans des recherches d'excellence qui contribuent énormément à leur visibilité internationale. En même temps, elles sont soucieuses de l'impact de leurs travaux sur les enjeux du développement durable à l'échelle de la planète. Et toujours en même temps, elles sont pourtant des acteurs ancrés dans leurs territoires respectifs, au service des populations qui les environnent. Rien d'étonnant donc que l'Université de Barcelone soit, avec Harvard et KU Leuven, parmi les 3 universités au monde avec lesquelles l'Université de Montpellier publie le plus. Rien d'étonnant non plus, est-ce que ces 2 universités aient conduit de concert de nombreuses actions vers l'international, par exemple au bénéfice des mobilités en Amérique latine, pour la mise en place d'un master en gestion des sciences de l'eau pour le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pour structurer le système doctoral d'Azerbaïdjan, pour renforcer les coopérations entre nos établissements et ceux du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, ou encore pour assister la Tunisie dans son ambition de renforcer son système d'assurance qualité. Au-delà des universités elles-mêmes, les 2 villes sont également liées, avec en particulier un jumelage mis en place dès 1963, qui a entraîné de nombreux échanges. Et je ne doute pas d'ailleurs que la présidence actuelle du réseau Medcité, assuré par Montpellier, et la rencontre récente entre les maires des 2 villes ne nous offrent pas à tous de nouvelles opportunités. Il était donc naturel qu'au moment où la communauté scientifique de Montpellier reprenait son destin entre ses mains, sous la houlette de Philippe, entre 2014 et 2016, d'abord avec la fusion des universités, puis ensuite avec le projet MUSE, nous nous tournions vers l'Université de Barcelone pour obtenir son soutien dans ces moments critiques pour nous, dans cette démarche, mais également, et c'est plus profond, pour servir de modèle à l'Université de Montpellier dans sa démarche de transformation. Nous avons considéré l'Université de Barcelone, dès cette époque, comme un modèle. Aujourd'hui, nos relations s'appuient principalement sur 2 piliers majeurs. Un accord cadre, dans lequel l'université agit d'ailleurs non pas pour elle-même seule, mais pour tous les partenaires du site de Montpellier, et une alliance, CHARM, dont je ne dirai rien parce que Gilles Subra va l'évoquer dans un instant. Mais je disais tout à l'heure qu'avoir l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pouvait signifier beaucoup plus que simplement des projets, un accord cadre ou même une alliance. Vous recevoir, c'est pour moi dire que la construction d'une Europe de l'amitié et de la connaissance est plus que jamais nécessaire. En effet, sans négliger évidemment les liens internationaux que nous chérissons tous sur toute la planète et en gardant au cœur un immense respect pour les cultures qui s'y déploient et qui fleurissent dans toute leur diversité, j'ai la conviction que notre avenir commun, montpelliérain, barcelonais, c'est d'abord l'Europe. Les bruits de bottes
qu'on entend à l'est de notre continent nous rappelle que nous aurons, hélas, mais nous aurons besoin d'une Europe des militaires. La compétition économique à laquelle nous sommes confrontés nous pousse à renforcer l'Europe des marchands. Mais la petite Louise, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est née cette semaine, juste 816 ans après le petit Jacques, cette petite Louise et tous les enfants de France, d'Europe et au-delà nous demandent de ne pas laisser l'Europe seulement aux mains des marchands et des militaires. Nous leur devons l'Europe des professeurs et des étudiants, l'Europe des chercheurs et des poètes. Vous recevoir, monsieur, c'est contribuer, certes humblement, mais contribuer tout de même à faire un pas dans la direction de cette Europe-là, en dessinant donc ce soir ce trait d'union entre l'Université de Barcelone et l'Université de Montpellier. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Université de Barcelone, Monsieur le Président, Monsieur le recteur de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, Mesdames et Messieurs les vice-présidents des universités de Barcelone et de Montpellier, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues de l'Université de Barcelone, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un grand honneur pour moi de participer à votre éloge, Joanne, qui est un peu singulier. Je pense que c'est, le Président le dira peut-être, mais à ma connaissance, la première fois que 3 personnes prennent la parole successivement. Alors pourquoi cela ? Pour essayer d'éclairer de plusieurs points de vue et aborder tous les aspects de l'importante collaboration entre votre université et l'Université de Montpellier, mais aussi de célébrer votre contribution au monde académique et la contribution que vous avez pu avoir au travers des projets à notre université. J'ai une place un peu difficile, celle de passer après Monsieur le vice-président chargé des Affaires internationales et juste avant Monsieur le Président. Donc j'espère que je n'ai oublié personne sur ma liste. François a mentionné la longue et riche histoire d'amitié et de collaboration qui lie nos 2 universités. Et comme il l'a évoqué, l'une des dernières pages qui est en train de s'écrire, c'est celle de l'Université européenne, de l'Alliance d'universités européennes Charmiou. Mais je pense que c'est inexact de dire qu'il s'agit d'une nouvelle page. À mon avis, c'est bien plus encore. Je dirais que Charmiou est au moins un chapitre à part entière qui est en train de s'écrire et sans doute même un livre à lui tout seul. L'écriture de ce livre a été initiée par l'Université de Barcelone en 2019 sous la présidence de votre prédécesseur, le recteur Joan Elias Garcia. L'Université de Barcelone, à ce moment-là, s'est positionnée en tant qu'établissement coordinateur pour répondre au premier appel Erasmus+ des universités européennes et a pris attache auprès de notre université pour faire partie des 5 partenaires aux côtés de l'Université d'Utrecht, du Trinity College de Dublin, de l'Université Eötvös Loránd de Budapest. L'Université de Montpellier et très grand nombre de collègues est à ce titre extrêmement reconnaissante de ce risque que vous avez pris en répondant à cet appel à projet, puisque nous avons été heureux d'apprendre en juin 2019 que sur les 54 candidatures reçues, Charmiou faisait partie des 17 lauréats. Nous vous sommes d'autant plus reconnaissants d'avoir participé à cet appel que finalement cet appel lancé par la Commission européenne ne ressemblait à absolument aucun autre et s'est révélé avoir une portée inattendue au niveau de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe. L'idée des universités européennes est issue du discours du président Macron en 2017 à la Sorbonne, où il appelait de ses vœux la création de campus internationaux d'excellence où les étudiants pourraient se déplacer facilement, étudier en plusieurs langues. Et ces campus-là se voulaient capables de rivaliser d'attractivité avec les meilleures universités dans le monde et aussi cultiver la citoyenneté européenne qui, comme l'a dit François, est le seul moyen ou le meilleur moyen d'éviter que la guerre et les bruits de bottes prennent le pas sur la parole de la paix et de la science. Les universités européennes sont définies par la Commission comme des alliances transnationales d'établissements d'enseignement supérieur qui développent une coopération institutionnelle et stratégique de long terme, fondée sur des valeurs et des principes partagés visant à atteindre une collaboration durable. Ça, c'est ce que souhaite la Commission. Et c'est pour cela que Charmiou n'est pas un projet, ce n'est pas un master non plus, ce n'est
encore moins ni un programme de mobilité, ni un programme d'échange. C'est bel et bien un réseau stratégique d'établissements d'enseignement supérieur, scellé par un pacte de confiance. Nos partenaires sont finalement nos meilleurs voisins avec qui nous souhaitons établir une relation durable, même si c'est difficile d'établir une relation durable à neuf. Aujourd'hui, après quelques sessions de rattrapage organisées par la Commission européenne pour les autres universités moins chanceuses ou moins talentueuses, dont certaines ont fait le mauvais choix de ne pas s'allier avec Barcelone, on compte maintenant 50 alliances d'universités dans lesquelles participent 44 établissements français. Vous jugerez par ces chiffres que participer à une alliance est à présent un must, et de nombreux pays ont d'ailleurs mesuré l'importance de cette structuration en soutenant financièrement les alliances comme la nôtre. C'est le cas pour Charm et pour l'Université de Montpellier au travers du programme France 2030. Le premier aspect unique de l'appel à projet était la grande liberté laissée sur le contenu des projets. La Commission, en effet, voit dans les alliances un creuset d'innovation et d'expérimentation pour faire émerger des nouveaux modèles d'université, mais aussi comme moyen de franchir des barrières réglementaires qui brident, dans de très nombreux aspects, l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. En premier lieu, la diplomation. Face à cette opportunité, des alliances ont choisi souvent de capitaliser sur des dispositifs existants, par exemple des Erasmus Mundus, ou alors amplifier les réseaux qui étaient déjà mis en place, en leur donnant une dimension plus importante, ou alors en se focalisant sur un aspect bien précis, comme la mobilité, le développement du métier d'ingénieur, etc., etc. On peut saluer ici le choix audacieux qu'a été fait par l'Université de Barcelone en tant que coordinateur, de choisir de travailler sur une dimension globale, liant la partie enseignement, la partie recherche, et impliquant dès le début toutes les missions de l'université, afin de réellement créer une alliance stratégique durable. Ce désir continue à être porté et insufflé par son recteur, Joan Gardia. Pour réaliser ce travail, il nous fallait un cobaye, un modèle d'expérimentation. Et c'est pour cela que l'Alliance Charm-EU a décidé de mettre en place un master conjoint, co-construit, à partir d'une feuille blanche. Ce master, intitulé « Défis globaux pour le développement durable », est consacré aux problématiques contemporaines liées au développement durable dans un environnement transdisciplinaire fortement adossé à la recherche à travers un cursus qui est entièrement basé sur la résolution de défis authentiques de la société. Le chemin est quelquefois plus important que le but du voyage, et c'est exactement le cas pour ce master. Vu de l'extérieur, il ne touche qu'une poignée d'étudiants, à peine une centaine par an, mais il aura en vérité permis bien plus. D'abord, travailler en équipe interdisciplinaire et internationale et à comprendre et expérimenter ce que interculturalité veut dire. Cette interculturalité s'exprime au niveau des équipes projets, bien sûr, au niveau pédagogique, mais aussi au niveau de la gouvernance, puisque les présidents, les recteurs participent ensemble à des boards, à des réunions stratégiques pour définir des priorités et pour bâtir cette alliance. Il faut souligner d'ailleurs le rôle important de l'Université de Barcelone dans la façon même de piloter le projet, dans le style de pilotage. Travailler avec 5 nationalités au début et maintenant avec 8 n'est pas facile, mais le style de l'Université de Barcelone est d'abord une grande transparence, un respect de la parole de tous et la volonté aussi d'arriver toujours à un compromis par la discussion. Je crois que cette façon de faire est parfaitement incarnée par son recteur, Joan Gardia. Le master aura également permis de mettre en œuvre un service commun partagé pour la scolarité. Et ce service commun, qui est une petite chose finalement, nous sert à présent de modèle pour développer d'autres bureaux conjoints, comme celui dédié à l'inclusion, au partenariat, au numérique, à la pédagogie, à la mobilité des personnels, des enseignants, etc., etc. Vous imaginez facilement que la mise en place de cette formation par apprentissage par projet également, sans notes pour les étudiants, dispensée en même temps, au même moment à tous les étudiants sur plusieurs sites différents, a nécessité des approches pédagogiques, des équipements extrêmement de pointe et extrêmement performants.
Il a fallu également former les enseignants à l'aide, grâce aux ingénieurs pédagogiques, et ce master nous a permis de mettre tout cela en place. Enfin, le master nous a permis de nous attaquer à des problèmes un peu plus administratifs, comme les inscriptions centralisées, comment répartir les frais d'inscription, la répartition financière, mais aussi l'accréditation et la diplomation. Ce dernier point est à souligner particulièrement puisque l'Alliance a dû surmonter de très nombreux obstacles, et en disant cela, je pèse mes mots, liés à toutes les réglementations nationales. Nous avons dû discuter avec les agences d'accréditation, les ministères, pour être la première alliance à obtenir l'accréditation pour un master des universités européennes en septembre 2021, donc le Master in Global Challenge for Sustainability. Charmeyu, dans ce long processus, a essuyé les plâtres et a dû même forcer les portes en négociant avec les ministères. Et ce travail a très largement bénéficié aux autres universités après nous. En France, le modèle du master conférant grade de master est celui proposé maintenant aux universités françaises des alliances. Mais le gouvernement espagnol a réussi ce que nous ne sommes pas parvenus à réaliser en France et a pu changer la loi. D'abord en reconnaissant directement l'approche européenne pour l'accréditation des diplômes internationaux. Et ça a une conséquence très importante puisque cela permet de considérer l'accord de consortium produit par les alliances pour le diplôme afin de prendre le pas sur toutes les réglementations fixant par exemple les frais de scolarité, les critères d'admission, les règles académiques, etc. Un dernier exemple, en Espagne, un décret est en discussion. Je sais que l'Université de Barcelone y travaille avec votre appui, monsieur le recteur. Les alliances sont vues comme un moyen de tester les diplômes numériques qui permettraient aux étudiants de produire des copies infalsifiables en plusieurs langues qu'elles pourraient fournir à leurs employeurs. Madame la ministre Sylvie Retailleau s'est rendue à Barcelone en septembre dernier pour le 2e Forum des Alliances d'universités européennes sous la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne. Monsieur le recteur, à cette occasion, l'a invité à visiter l'Université de Barcelone. C'était vraiment un très joli coup, c'était très bien joué, et nous vous remercions pour cela, parce que lors de cette visite, monsieur le recteur a pu lui donner le parchemin, le diplôme, signé des 5 universités, et a expliqué que pour tout le monde, sauf pour la France, c'était un diplôme national de master, et pour la France, c'était un diplôme d'université conférant grade de master. La ministre s'est alors exclamée et adressée à ses conseillers en disant « Il faut changer la loi pour mieux reconnaître ces diplômes ». Heureusement qu'il y avait des témoins directs, certains collègues parmi vous étaient là, monsieur le vice-président était là également, et heureusement qu'il y avait des témoins directs parce que lorsque nous avons revu les conseillers, ils semblaient encore en douter, preuve que la volonté politique est une chose, l'adhésion des services en est une autre. Bien sûr, la dimension recherche est du ressort des alliances, mais elle est encore traitée par une direction différente en Europe, ce qui ne facilite pas la vie. Là encore, l'Université de Barcelone s'est portée coordinatrice du projet et en un an à peine, après avoir été lauréat de l'appel à projet Alliance, Charmeyu a déposé et obtenu un projet Horizon 2020 pour travailler à la dimension recherche. Ce projet s'appelle TORCH, pour Transforming Open Research Through Charm. Laissez-moi vous raconter une anecdote à ce sujet. Le projet devait commencer le 1er janvier 2021, mais le recteur Joan Gardia a pris ses fonctions le 29 décembre 2020. Vous vous doutez bien que l'année qui a précédé les élections, c'est le cas dans toutes les universités, est une année traditionnellement calme. Et beaucoup de retard avait été accumulé pour lancer Torch à ce moment-là et prendre des décisions. Pourtant, il fallait aller vite et on était très, très en retard. Le recteur Joan Gardia a compris l'urgence et il a placé au-dessus de la pile de toutes ces affaires le fait de recevoir Meritxell pour pouvoir parler et régler d'un seul coup tous les problèmes et toutes les questions qui étaient en instance. Et il a ainsi démontré l'intérêt stratégique qu'avait l'Alliance pour l'Université de Barcelone. Aujourd'hui, après notre succès au second appel et l'obtention du financement du projet au travers du nom Charmate, nous capitalisons sur tout ce que nous avons mis en place dans la première partie du projet, notamment au travers de cette fameuse expérimentation du master.
L'Alliance travaille par exemple à la mise en place d'un catalogue de cours internationaux communs sur le problème des microcrédits, sur l'apprentissage, mais développe aussi un concept de doctorat en équipe ressemble un petit peu à celui de Nexus pour les collègues de l'Université de Montpellier, et souhaite faire émerger des nouvelles rencontres entre des chercheurs pour développer des projets de recherche ensemble, et de manière générale soutient de très nombreuses initiatives issues des composantes et des facultés. L'objectif, c'est d'être utile à un plus grand nombre chaque jour de collègues ou d'étudiants. Tous ces projets sont portés au sein des 9 campus par de très nombreux collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel administratif, et aujourd'hui plus de 300 personnes sont impliquées de près ou de loin sur ces 9 campus. À Montpellier, c'est un projet qui mobilise en premier lieu la DRI, donc la Direction des Relations Internationales, mais au-delà, quasiment toutes les directions de notre université sont impliquées avec un très grand nombre de collègues extrêmement motivés. Ce que tous s'accordent à dire, c'est l'aspect prenant et passionnant du travail. Et si les collègues impliqués donnent sans compter, c'est qu'ils sont mus par le sentiment de pouvoir transformer nos universités, de réussir à s'améliorer grâce à la collaboration internationale, de réussir à améliorer nos pratiques et notre système. En bref, finalement, de contribuer ensemble à la contribution d'une alliance pour notre futur. Je crois que nous sommes tous chanceux de vivre ce moment-là, car les alliances, comme je le disais, ne sont pas un projet comme les autres. Nous en souviendrons, je pense, car nous vivons aux côtés de nos amis européens et grâce au pilotage de l'Université de Barcelone en particulier, la construction d'une belle chose qui préfigure comment se prépare l'avenir de l'enseignement et de la recherche en Europe. Je vais parler de vous, chers collègues. François Pirot, notre vice-président en charge des relations internationales, a parlé de votre université. Il aurait pu parler plus longuement de votre université. Une université à travers ses partenariats, une université qui s'ancre également dans l'histoire, une université au passé prestigieux et à la trajectoire clairement définie pour son avenir. Et d'ailleurs, même si nous n'avons pas une salle des actes aussi monumentale, aussi prestigieuse que celle de l'Université de Barcelone, mais quand même ici, cela traduit également le passé et le fait que nous sommes deux traditions inclus dans une histoire, que nous sommes deux universités qui finalement ont un passé et ont su traverser les régimes, les périodes et ont su donc ancrer l'enseignement supérieur et la recherche dans nos territoires, même si je le dis ici avant que certains ne me le fassent remarquer, peut-être que cette salle ne traduit pas la diversité que certaines seraient en droit d'attendre au regard des portraits qui nous entourent. Mais il faut vivre donc avec son passé, son histoire, et nul doute que génération après génération, non pas certains portraits seraient décrochés, je rassure de suite le vice-président Lava Bertrand, chargé du patrimoine historique, et que peut-être un peu de place pourrait être accordée pour de nouvelles figures donc, de la santé et de la médecine à Montpellier. Je préfère le dire pour passer un cocktail serein. Alors, cela étant, donc, chers collègues, nous vous attribuons aujourd'hui donc ce doctorat honoris causa. Un doctorat honoris causa dont eh bien, le but, selon la formule consacrée, eh bien, est d'honorer une personne de nationalité étrangère ayant rendu des services éminents aux sciences, aux lettres ou aux arts, ou également donc ayant rendu des services à l'université ou également à l'État qui remet à travers l'université ce titre. Votre cursus pourrait satisfaire à plusieurs éléments. En premier lieu, bien évidemment, vous avez rendu service aux sciences, aux lettres et aux arts de par votre formation et de par les responsabilités que vous exercez aujourd'hui, mais c'est également les services éminents et les relations entretenues grâce à vous avec l'Université de Barcelone qui justifient donc la remise de ce titre. Un titre purement honorifique qui ne confère pas de privilèges particuliers, mais qui oblige, c'est-à-dire désormais de devoir toujours parler en bien de l'Université de Montpellier, mais je suis sûr que vous le faites déjà. Alors, ce doctorat honoris causa, formellement, c'est quelque chose d'assez ancien. Certes, c'est régi en France par un décret de 1918,
mais on trouve trace de la remise de ces titres, donc, dès le XVIIe siècle, dans des universités et des facultés, traduisant par là même, une nouvelle fois, cette logique de s'ancrer dans l'histoire et cette logique de tradition universitaire. Et chaque année, les universités peuvent honorer au maximum 4 enseignants-chercheurs ou chercheurs de nationalité étrangère. Et donc cette année, certes, nous avons honoré ou décerné 4 doctorats honoris causa, mais au titre de l'année universitaire 2023-2024, nous avons finalement organisé 5 cérémonies parce que nous avions un petit récipiendaire également de Barcelone qui n'avait pas reçu encore ce doctorat honoris causa. Et donc nous avons, chers collègues, également organisé la cérémonie en votre honneur. Et donc, outre vous, Oriol Amat, ici présent, en gestion et comptabilité, puisque vous êtes sur le domaine de prédilection, qui est recteur de l'université Pompeu Fabra, nous avons également honoré Milena Cesic, en sciences politiques, qui est de l'Université des Arts de Belgrade, Philippe Dubois, qui est recteur de l'Université de Mons, Soroshian, qui est de l'Université de Californie, qui est un spécialiste des sciences de l'eau, et vous, aujourd'hui, Joan Guardia, donc en tant que recteur de l'Université de Barcelone. Alors, l'Université de Barcelone, votre université, monsieur le recteur, chers professeurs, chers collègues, et notre Université de Montpellier se distinguent non seulement par leurs valeurs communes, mais aussi par leurs priorités partagées, par leur patrimoine, et notamment tout ce qui concerne l'ancrage territorial et le rayonnement international de nos 2 institutions, ancrage territorial, rayonnement international et attachement à l'esprit commun européen. Ces valeurs fondamentales que vous incarnez avec élégance transcendent les frontières et résonnent à travers nos actions et nos aspirations communes. Transcendant ce partenariat universitaire, le jumelage, comme cela a été évoqué, entre les villes de Barcelone et de Montpellier, qui existe depuis 1963, caractérise fortement aujourd'hui cette coopération, notre coopération. L'ouverture internationale, chers collègues, vous la personnifiez, puisque au cours de votre carrière, vous avez participé à plus de 80 congrès internationaux et à une 60aine de conférences internationales sur des thématiques diverses et variées, allant de la recherche en neurosciences à l'analyse et à la recherche des risques psychosociaux. L'ouverture internationale, c'est également, chers collègues, votre maîtrise exemplaire des langues françaises et anglaises qui témoignent de votre engagement remarquable en faveur de l'ouverture au monde. Votre capacité à communiquer avec aisance dans ces 2 langues majeures illustre votre dévouement à la promotion et à la diversité culturelle et à travers cela à l'échange interculturel. C'est par votre aptitude à naviguer avec fluidité à travers ce qu'on appelle souvent les barrières linguistiques que vous incarnez pleinement les valeurs d'ouverture, de collaboration et d'échange qui sont essentielles dans notre monde interconnecté d'aujourd'hui. Comme vous, je reste persuadé que l'anglais n'est pas la seule voie, même si c'est trop souvent la voie de l'international. En tant que collègue, je peux l'affirmer, vous incarnez également l'esprit de collaboration. Esprit de collaboration et esprit de coopération, puisque votre capacité à travailler harmonieusement avec vos pairs, à encourager la diversité des idées et à favoriser un environnement inclusif, a créé une atmosphère positive au sein de la communauté et le consortium Charme, dont l'Université de Barcelone est coordonnatrice, en est une réalisation concrète. En effet, lors de votre entrée en fonction en tant que recteur de l'Université de Barcelone, c'était en 2020, l'Alliance Charme n'a été encore qu'à ses prémices. Et par votre vision stratégique, par votre leadership aussi inégalé et votre capacité à rallier les autres dirigeants d'établissements membres de l'Alliance, vous avez su insuffler un nouvel élan politique puissant vous avez su également amorcer un changement fondamental dans les partenariats entre nos établissements. Comme cela a été évoqué, le lancement du master conjoint en septembre 2021, initiative pionnière en Europe, même si merci d'avoir fait comprendre à notre tutelle la différence entre un diplôme établissement, grade de master
et un véritable master, sans doute, vous l'avez fait comprendre en plus en français, eh bien, une initiative donc pionnière qui a révolutionné le paysage de l'enseignement supérieur sur notre continent. Dans quelques années, je l'espère, nous pourrons toutes et tous, avec fierté, affirmer que nous étions alors présents, au moment charnière, sous votre direction inspirante. Cette collaboration étroite, privilégiée et pérenne entre nos deux universités, eh bien, ne date pas de cette alliance. Elle existait auparavant et finalement, elle a été concrétisée par un certain nombre d'accords phares de coopération, comme l'accord cadre interuniversitaire, c'était déjà en 2015, alliant donc ou intégrant l'université de Montpellier, mais également l'autre université présente sur le site, je pense à l'université Paul Valéry. Il y avait également un accord cadre institutionnel sur le périmètre de l'ICIT en 2017, en cours de renouvellement, et que nous signerons officiellement après la cérémonie. Ces accords, et cet accord plus particulièrement, eh bien, met en exergue les thématiques nourrir, soigner, protéger, les thématiques soigner et protéger étant les vôtres et celles auxquelles vous avez de fait aussi dédié votre carrière. Mais nous avons également de plus renouvelé notre double diplôme de master en sciences de l'eau, c'était en 2023. C'est également là la manifestation d'un engagement durable qui renforce encore davantage nos liens académiques et notre collaboration fructueuse. Alors, chers collègues, puisque l'éloge, c'est évoquer votre carrière, permettez-moi de dire quelques mots sur votre illustre carrière. Vous êtes professeur de méthodologie des sciences du comportement à la faculté de psychologie de l'Université de Barcelone. Vous enseignez donc depuis 1987 à l'Université de Barcelone dans différentes facultés, pharmacie, économie, éducation, biologie, géographie, entre autres. Vous avez également dispensé de nombreux cours dans de nombreuses universités étrangères. Vous avez commencé par une licence en philosophie, en sciences de l'éducation, et puis vous avez obtenu la mention exceptionnelle. Nous, en France, on se reste à la mention de très bien. Exceptionnelle, c'est encore au-dessus. Avec un mémoire de licence sur l'évaluation comportementale et la construction d'une échelle d'anxiété. Vous obtenez un doctorat ensuite avec une mention dont je n'ai pas la signification, cum laude, en philosophie et sciences de l'éducation à l'Université de Barcelone, à la suite de la présentation de votre thèse sur les systèmes d'équations structurelles dans le domaine de la psychologie, analyse de modèles de prédiction de l'anxiété sociale. Ça, c'est pour vos premiers travaux. Ensuite, professeur, vous jouissiez d'une carrière de chercheur remarquable, avec plus de 30 livres qui ont été publiés, plus de 250 articles à votre actif. Vous avez dirigé plus de 25 projets de recherche, tant au niveau national qu'international, et vous avez contribué à plus de 40 accords de transfert de connaissances et d'innovation. Au sein de votre établissement, vous êtes membre de 2 grands instituts de recherche de votre université, l'Institut des neurosciences et l'Institut des systèmes complexes, et vous possédez également une très grande expérience dans l'encadrement de jeunes chercheurs, notamment par la supervision de thèses au plan national et international, et particulièrement avec la direction du groupe de recherche sur la psychologie quantitative. En tant que chercheur, cher Joanne, vos contributions au système d'équations structurelles en psychologie ont marqué un tournant significatif dans notre compréhension des modèles de prédiction de l'anxiété sociale. Notez que j'ai dit dans un tournant significatif dans notre compréhension. Je me permettrai de dire dans la compréhension de la plupart des membres de l'auditoire, parce que tout le monde sait que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais peu importe, votre engagement envers l'excellence académique a inspiré et inspire encore de nombreux collègues et étudiants à poursuivre finalement votre recherche et votre analyse. Alors pour votre travail, vous avez également reçu de nombreuses distinctions et récompenses. Alors la liste est longue, je me limiterai à en évoquer 2, une sérieuse, une plus peut-être humoristique. La sérieuse, c'est vous avez été distingué du titre de professeur honoraire de l'Université de Guadalajara au Mexique pour votre carrière de chercheur et de formateur. Une un petit peu plus légère, vous avez eu, paraît-il, la médaille du mérite sportif de l'Université de Barcelone, délivrée par votre établissement en décembre 2005. Là, c'est sûr que je ne vous égalerai jamais. Enfin, chers collègues, votre parcours inclut également
une longue expérience. Une longue expérience dans des fonctions politiques, administratives et de direction à l'université. Vous avez d'abord été doyen de la faculté de philosophie et des lettres, puis vice-recteur pour la politique académique, et vous avez été élu recteur de l'Université de Barcelone en décembre 2020 et réélu haut la main récemment en décembre 2023 pour un nouveau mandat. Donc, à nouveau, félicitations. On avait déjà échangé, mais je pense que cette réélection traduit également l'adhésion de toute la communauté à l'action que vous avez menée et que vous menez. Cher recteur, vous êtes également investi dans une grande université d'une mission de modernisation, d'une mission de réorganisation des procédures, d'une réorganisation du procédure du fonctionnement de votre université, d'une mission de simplification aussi, pour finalement laisser à celles et ceux qui vous suivront dans la fonction de recteur une université armée pour le futur et ancrée internationale. Ancrée à l'international puisque, selon vous, la gouvernance de l'université, c'est une phrase que vous avez employée, la gouvernance de l'université doit être plus ouverte et ne doit pas être une tour d'ivoire, et l'université doit être au service de la communauté, de la société civile. Ouverture internationale, mais c'est également ouverture sur la cité, ouverture sur les autres, que votre volonté exprime à travers cela, l'ouverture sur la société civile, témoignant aussi que la recherche, et c'est également un des éléments de votre action, doit transcender les murs universitaires et irriguer le plus grand nombre. C'est également la notion du lien entre la science et la société. Professeur, vous n'êtes pas simplement un professionnel accompli. Vous incarnez également les qualités humaines qui font de vous une personne extraordinaire. Tout le long de votre carrière dans le domaine de la psychologie, vous avez démontré un dévouement inébranlable envers votre travail et une véritable passion pour comprendre les complexités de l'esprit humain. Au-delà de votre travail académique remarquable, il faut souligner également que vous avez fait montre d'un engagement profond envers la communauté académique et d'un sens aigu de la responsabilité sociale. En tant que mentor, vous avez guidé de nombreux jeunes chercheurs, partageant avec eux votre sagesse et votre expérience. Vous les avez guidés pour les aider à tracer leur propre chemin dans le monde de la psychologie. Personne investie, personne compétente, personne au service des autres, mais il y a également un autre élément de votre personnalité, c'est votre gentillesse, c'est votre générosité, et cela vous distingue véritablement. Vous êtes toujours prêt à partager vos connaissances, toujours prêt à soutenir ceux qui vous entourent. Vous avez su créer un environnement où la collaboration et où l'apprentissage mutuel prospèrent. Et vous savez, lorsque nous nous rencontrons, soit à Barcelone, soit dans d'autres lieux, eh bien toujours avoir le mot aimable, toujours l'accolade qui traduit finalement votre attachement à travailler avec vos pairs. Ainsi, chers collègues, en vous honorant, ce jour, nous célébrons non seulement nos réalisations académiques exceptionnelles, mais aussi votre contribution inestimable à l'enrichissement de notre communauté et des liens forts qui unissent, qui lient les équipes de l'Université de Barcelone avec les équipes de l'Université de Montpellier. Bien évidemment, je parle d'université et non pas de club sportif et de club de football. Professeur, que cette reconnaissance aujourd'hui de l'Université de Montpellier soit le reflet de notre profonde gratitude et de notre admiration pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous accomplissez, tout ce que vous allez encore accomplir tout au long de ce mandat et dans le cadre de ce projet qui nous unit, qui nous fédère, et également notre admiration pour la personne extraordinaire que vous êtes. Recevez à travers ce titre, docteur honoris causa, toutes nos félicitations, toutes mes félicitations pour que cette distinction bien méritée, bien couronne un parcours exemplaire, un parcours exceptionnel au service de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation et également de l'ouverture européenne. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Monsieur le recteur, Monsieur le Président, chers amis, autorités académiques de l'Université de Montpellier, autorités académiques et collègues des universités de Barcelone, chers amis recteurs de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je suis conscient que commencer un discours en tant que docteur honoris causa de l'Université de Montpellier, comme je vais le faire, peut surprendre, et cela est dû au fait que je ne sais pas exactement quoi dire. Et certainement qu'un professeur avec de nombreuses années d'expérience et des milliards d'heures d'enseignement et des milliards d'étudiants, pendant tant d'années, ne cherche pas quoi dire, ne peut s'expliquer que par l'impact qu'une telle situation a sur moi. Que l'Université de Montpellier croit que je peux porter son nom et ses symboles en tant que docteur dépasse toutes mes attentes professionnelles, de telle sorte que l'émotion que j'éprouve m'empêche de faire des discours fluides et faciles. J'ai donc opté pour un début simple et peu créatif, et mon premier message est un message de profonde gratitude envers l'Université de Montpellier pour cette reconnaissance et cette distinction qui, je ne doute pas, est un moment vital d'une énorme importance pour moi. Je vous remercie infiniment. Je dois avouer que je réfléchis ces dernières semaines au mérite que je pouvais apporter à une institution aussi importante que la vôtre, pourquoi que je pouvais être titulaire d'un doctorat. Et évitant une fausse modestie que peut paraître aujourd'hui arrogante, je dois avouer que ma vie universitaire a toujours été marquée par une scène profonde de la responsabilité et du travail. Puis, sous cet angle, je me rends compte que ma vie est indissociablement liée à l'université. En réfléchissant à cette question, je pense pouvoir vous offrir quelques idées que je propose comme cadre d'une réflexion commune sur l'état de l'université européenne. La première de ces réflexions, c'est issue de mon expérience
d'enseignants et donc liés au processus d'enseignement et d'apprentissage à l'université. Notre qualification en tant que professeur est donnée par le fait de l'acte académique d'enseignant. Mais la réalité que je connais est celle d'un système universitaire européen qui, en partie, tend à considérer l'enseignement comme un cadre secondaire par rapport à la véritable fonction qui compte, qui est la recherche. La contradiction vient du fait que la plupart des activités des autorités universitaires sont centrées sur l'enseignement, sur l'organisation des espaces d'enseignement, sur les infrastructures conventionnelles et sur les éléments de l'activité académique dérivés de notre offre d'enseignement. En effet, le débat actuel sur ce à quoi devrait ressembler le modèle universitaire européen est centré sur la réponse à apporter à la question de l'enseignement partagé. Les complications législatives qui sont apparues pour rendre cela possible exigent beaucoup plus d'attention et de travail de la part des responsables académiques qu'il ne serait souhaitable. Malgré la simplicité de l'initiative du président Macron, nous sommes confrontés à un mur de bureaucratie et d'administration générale que nous ne parvenons pas à surmonter. Dans une conception partagée entre les universités que l'Europe a promis et que certes, universités importantes comme la vôtre, aujourd'hui aussi la mienne, ont incorporé les réponses obtenues montrent les difficultés bureaucratiques de la gestion. Ce n'est plus une question de ressources, c'est une question de modèle de confiance entre les universités européennes. Lorsque la sauvegarde de la gestion de chaque pays membre est plus importante que la coordination et la flexibilité entre eux, il semble évident que cette idée d'une Europe partagée n'est pas prise en compte comme nous le souhaiterons dans les universités. La question se pose rapidement. Comment se fait-il que cette situation ne se produise pas avec la même intensité dans la recherche? La réponse me semble claire d'après ce que je dis. La question de la recherche, la gestion de la recherche est soumise à la volonté individuelle d'un chercheur, d'une chercheur, qui prend la tête d'une ligne d'action particulière qui fait de cet objectif une priorité pour lui, pour elle, sans qu'il y ait nécessairement des répercussions institutionnelles. L'enseignement apparaît comme un problème de gestion, alors que la recherche apparaît comme un problème de croissance et de budget, qui demande attention et compréhension de la part de l'université et de l'administration publique. Nous construisons la conception de l'université européenne sur la base de l'enseignement, qui a beaucoup moins d'impact, je ne dis pas que j'aime ça, que la recherche, l'innovation et le transfert. Pour toutes ces raisons, je vais me concentrer exclusivement sur ma vision particulière des avantages, des inconvénients, des opportunités et de la réflexion stratégique que la référence à l'Europe provoque dans le sentiment et la conception universitaire. Je le ferai de manière désordonnée car, d'après mon expérience, les différentes discussions que j'ai eues avec des universités européennes ont appris que ce qui est une opportunité pour les uns est une menace pour les autres, et que ce qui est un projet stimulant pour les uns est une menace pour leur façon particulière de comprendre l'acte universitaire pour les autres. Ne vous entendez pas beaucoup de réponses, car les commentaires précédents le rendent maintenant impossible. Mais je vais donner une liste de questions qui,
bequetant des points communs, restent sans réponse. Nous partons d'un point commun incontesté. Il s'agit tout simplement d'identifier l'espace universitaire européen comme un cadre de référence partagé. L'Europe est la clé de la croissance entre les pays membres et un facteur de liaison entre les universités européennes. Dans un document de raison de la Leroux, il est indiqué que les concepts de l'Europe en tant que superstructure universitaire n'est pas actuellement en discussion. C'est évident par les universités. Sur la base de cette idée, je voudrais proposer très brièvement des idées qui me semblent indispensables pour organiser une discussion positive et honnête sur notre avenir commun. Numéro 1. L'Europe est d'abord une idée économique, ensuite une idée politique et à peine une idée académique. À l'époque où Jacques Delors visait la conception d'une Europe de transit de marchandises, ni la conception d'une monnaie unique, ni le transit des personnes et des côtes avec la facilité d'aujourd'hui n'étaient envisagés. L'idée de ce que l'on a appelé les marchés communs a jeté les bases de l'Union européenne d'aujourd'hui. Les États membres n'étaient pas réticents à céder des compétences qui leur permettaient d'assurer le flux des capitaux et l'achat et la vente des marchandises. Mais nous ne pensons pas au monde universitaire. Les déclarations de Salamanque et de Bologne étaient des documents fondamentaux qui, après 30 ans d'avis, n'ont pas encore été pleinement développés. Il s'agit d'inventer une Europe qui a facilité les canaux économiques, puis les canaux politiques, avec moins d'intensité, pour arriver tardivement à une idée de collaboration transversale entre les universités. Numéro 2. La mobilité au sein de la communauté universitaire a marqué la conception de l'Europe universitaire. C'est vrai. La création des systèmes de mobilité entre les communautés universitaires a été à la base de la conception européenne actuelle. Il y a un risque évident de réduire l'idée d'une future Europe universitaire à l'idée de la mobilité. Il est vrai que la mobilité des étudiants a créé les réseaux de confiance entre les pays de l'Union européenne les plus forts et les plus solides de tous les programmes et que la relation personnelle dérivée d'Erasmus constituait un lien étroit et indéfectible. Lors d'une récente réunion avec la commissaire européenne chargée des universités, qui s'est tenue à Bruxelles avec le recteur des universités qui coordonnent les alliances européennes, apparaît clairement que la conception générale entre les universités est ancrée dans la mobilité. Oublions que ces problèmes doivent être surmontés par des modèles qui, tout en respectant la mobilité en tant que valeur ajoutée, doivent explorer d'autres domaines de collaboration plus engagés. De même, lors de la récente réunion européenne à Barcelone, le sous-secrétaire de la Commission européenne nous a rappelé qu'il y a actuellement plus de 15 millions de citoyens européens liés au programme Erasmus. Et, si je puis me permettre une frivolité, près d'1 million d'enfants. La création d'une université européenne doit dépasser, sans l'oublier, l'idée exclusive de mobilité. Une université européenne doit être quelque chose de plus, beaucoup de plus. Numéro 3. Il existe de fortes asymétries entre les universités européennes. Il s'agit d'une question évidente et parfois oubliée. Les asymétries sont énormes et les raisons sont diverses.
Construire une conception commune d'une Europe universitaire impliquera de disposer d'un système politique de volonté forte pour surmonter ces asymétries. À défaut, les contributions des universités seraient fondées sur une domination spécifique et absolue d'un type d'université sur une autre. Les idées-codes, les différences de budget, de législation, d'impact social, de priorités gouvernementales, d'interférences politiques, etc., seraient trop naïfs et conduiraient à une articulation fausse et fragile de l'Europe. Il existe des tensions évidentes entre la conception nord-sud des universités, des différences entre les modèles de gestion publique et privée, des tensions détectables entre les différents modèles de gouvernance universitaire, et même le niveau de complexité interne des universités est un obstacle énorme à la création d'une confiance institutionnelle. Les asymétries que je décris sont perceptibles sans grand effort, puisqu'une simple consultation des données officielles indique que, par exemple, la construction d'une Europe universitaire concerne des pays dont les budgets d'enseignement supérieur varient de 0,9% de le produit intérieur brut jusqu'à 2,9%. Ces différences sont énormes et constituent un frein évident. Par exemple aussi, cet aide budgétaire, qui a en même temps une dimension nord-sud, implique aussi des pays avec des systèmes universitaires très forts qui sont loin de l'idée de l'Union européenne. On peut penser, par exemple, au Royaume-Uni ou à la Suisse comme un exemple évident. La conséquence de cette chose est que les points communs qui impliquent l'ensemble de cette conception européenne sont construits sur des minima si simples qu'ils ne permettent pas de construire des réalités plus audacieuses ou des propositions d'avenir plus proches des besoins de la jeune population européenne. Numéro 4. Les partenariats peuvent être perçus comme une perte d'autonomie pour quelques universités. Cela peut sembler curieux ou un paradoxe de la culture universitaire, mais c'est ainsi, c'est vrai. L'un des arguments avancés comme difficulté transversale est la perception au sein de la communauté universitaire que les partenariats impliquent une perte d'autonomie. Je ne vous suggérerai pas de comparer cette idée avec ce que nous, universitaires, écoutons quotidiennement au l'argument de chaque professeur, département, unité, au groupe de recherche, n'est autre que l'ad nauseam, répété, toujours répété, nous sommes différents. Ou dans sa version plus élaborée, cher ami, monsieur le recteur, vous avez tout à fait raison. Recteur, vous avez tout à fait raison dans ce que vous proposez. Mais dans notre cas, ce n'est pas possible parce que nous sommes différents. Cette idée a été répétée dans différents forums universitaires. Elle est apparue plus ou moins explicitement dans les discussions des réunions de Versailles ou de Barcelone, dans des groupes de l'European University Union Association, aussi d'autres groupes comme Guild, comme l'Euro, d'Unimed, du groupe de Coimbra, etc. Et je suis sûr que votre expérience vous permet d'allonger la liste.
Le problème réside dans la conception conservatrice selon laquelle tout changement implique inévitablement une perte de valeur et de champ d'action. La culture académique implique généralement le maintien à tout prix d'un certain statu quo qui, s'il est réussi, est supposé adapté et résistant au temps, sans envisager la possibilité que des changements puissent produire de meilleurs scénarios et des options plus intéressantes. Il s'agit d'aller de l'avant et non de consolider de vieux modèles qui, bien que réussis, ont toujours une date de péremption. La conception d'une Europe universitaire implique inévitablement d'assumer des changements, des chemins partagés, une coordination au-dessous des esthétiques individuelles et une collaboration honnête face à des intérêts communs. Numéro 5. L'Europe universitaire ne peut pas être une Europe bureaucratique. Je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne souhaite pas une université non bureaucratisée, exempte de processus complexes et parfois inexplicables. À la fin, pour moi, je seulement suis le recteur. Le personnel administratif lui-même demande une réduction de cette complexité et des exigences de contrôle de toutes sortes que la bureaucratie semble confirmer. C'est, avec les points précédents, les commentaires les plus récurrents parmi les responsables académiques et administratifs des universités qui ne font pas partie de cette aventure européenne. La complexité de la gestion de tout cela, les rôles des institutions de chaque pays membre, l'exigence de ne renoncer à aucune de leurs compétences, la méfiance institutionnelle comme modèle de gestion et la sécurité juridique comme critère sont autant d'éléments qui freinent efficacement la volonté politique. Récemment, lors de la réunion des vice-ministres de l'enseignement supérieur des États membres et des pays associés sous la présidence espagnole, les sous-ministres n'étaient pas favorables, je veux répéter, n'étaient pas favorables à considérer notre demande d'un autre système d'accréditation universitaire, plus facile, ou d'une réduction radicale de la bureaucratie comme une priorité absolue. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour rendre possible la conception d'une Europe universitaire coordonnée. Cette position est justifiée par les difficultés rencontrées dans les premiers programmes Erasmus, comme si près de 25 ans de la version actuelle du programme n'avaient pas passé. Oubliant que la construction européenne est une réalité dans la vie quotidienne des universitaires, des personnels administratifs et de nos étudiants. La norme est trop éloignée de la réalité. Numéro 6. L'Alliance européenne est un modèle de réussite. Cette affirmation peut paraître excessivement brutale. Je ne le nie pas. Mais les différentes preuves que je peux apporter vont dans ce sens. Quand je parle des preuves, je me réfère à certaines données structurelles qui indiquent qu'au cours de ces presque 8 années de travail sur les partenariats européens, une réalité incontestable s'est construite. Ces données peuvent être résumées comme suit. Le nombre d'universités impliquées, bien que faible en termes absolus, environ 10% seulement du nombre total d'universités dans l'Union européenne, a augmenté pour atteindre les 27 États membres de l'Union européenne. En outre, il y a eu des mouvements entre les alliances, mais aucune université n'a cessé de participer aux alliances européennes. Aussi,
le nombre de demandes de financement a considérablement augmenté, de sorte que la pression pour créer des partenariats s'est accrue et, évidemment, le niveau d'exigence et de qualité a augmenté. Enfin, le fait le plus convaincant est la pression exercée par diverses organisations universitaires et même les propositions spécifiques de certains États de l'Union européenne pour augmenter le nombre d'alliances que la Commission souhaite établir, à savoir 60 alliances. Dans divers forums, l'idée d'une eurozone de 100 alliances a déjà été avancée, avec un objectif de 25% des universités impliquées dans l'ensemble de l'Union européenne pour cette décennie. Par conséquent, tout indique que la stratégie doit être durable dans le temps et qu'elle doit garantir un bon accueil de la part des universités européennes. Numéro 7. L'Alliance européenne a entraîné un changement dans la perception des gestionnaires d'universités. En effet, de manière presque disruptive, nous sommes confrontés à une réalité que nous n'avions pas guérée auparavant. Ce qui nous donne l'occasion d'innover en créant des environnements de gestion différents d'environnements habituels. Par exemple, la gestion de la documentation internationale, la gestion des permis de séjour, les transferts rapides de dossiers académiques sont désormais beaucoup plus présents dans la gestion quotidienne. Mais en outre, les partenariats ont généré un contexte du travail dans lequel les options et les activités doivent être partagées avec d'autres universitaires, dans des environnements très différents, avec des processus et des cultures différentes. Si je peux me permettre d'être un peu provocateur, je dirais que l'interaction entre les effets de la pandémie et l'ouverture européenne a créé un cadre de pensée différent. Les questions liées à la reconnaissance des activités académiques, au traitement des diplômes, au nouveau développement de l'enseignement, surtout dans la phase post-pandémique, aux relations entre les enseignements de différentes universités, aux ressources et technologies partagées, est une longue liste de questions qui sont devenues d'actualité grâce à cette option d'une université européenne. Numéro 8. L'Alliance européenne oblige à repenser les modèles de gouvernance des universités. Il s'agit d'un débat ouvert depuis un certain temps, surtout après les propositions législatives et les modifications des universités portugaises. Outre cet aspect, les alliances ont atteint un point de développement tel qu'elles sont allées jusqu'à considérer les aspects les plus denses de la construction européenne. Il faut ici souligner deux aspects très importants. Le premier est le modèle de gouvernance que les alliances devraient présenter et, deuxièmement, quelle est la portée juridique qu'elles devraient avoir. En ce qui concerne la première question, il est important de souligner que la réflexion sur la gouvernance des alliances n'est pas incompatible avec l'analyse des systèmes de gouvernance interne et actuels. On ne peut pas partir d'un principe qu'un modèle de gouvernance des alliances est contraire ou contradictoire avec les systèmes internes. Cette réflexion implique, je crois, l'obligation de repenser les systèmes de gouvernance dans une grande partie du système universitaire européen. La deuxième question, liée au statut juridique des alliances et à la signification ultime de ce que nous appelons la licence européenne, l'European Degree, relance les débats sur la nature de cette conception européenne. Il est évident que le débat sur la gouvernance doit être lié au débat sur les modèles et les niveaux juridiques que le modèle européen doit viser. Une dernière déclaration sur cette question, nous n'avons jamais débattu de ces détails auparavant. Numéro 9.
Les alliances européennes obligent à repenser les modèles de financement public. Il s'agit d'une question qui est urgente depuis des années et qui est liée aux commentaires des points précédents. Il ne s'agit pas tant d'analyser les budgets au sens macroéconomique que d'évaluer les modèles de distribution, les systèmes d'indicateurs de qualité, les programmes d'incitation pour les universités qui ont des plans stratégiques de développement et un cadre européen auquel offrir les résultats obtenus grâce à ces investissements. La conception européenne de l'université partagée est absolument incompatible avec une gestion publique qui n'est pas basée sur une profonde transparence et un désir absolu de rentabilité sociale. En particulier dans les modèles de vérification ex post des universités de certains pays de l'Union européenne, comme c'est le cas de certaines langues allemandes, du modèle néerlandais ou des modèles nordiques de contrôle budgétaire. Ce chapitre est d'un grand intérêt dans le système de financement européen promu par la Commission européenne. Le dernier document de l'Union européenne sur ces questions fixe des références pour l'investissement public dans l'enseignement supérieur dans les différents États membres. Numéro 10. Les alliances européennes intègrent les éléments de la recherche. La proposition de la Commission européenne relative à l'espace européen de la recherche, the European Research Area, est parfaitement compatible avec le concept d'alliance européenne. En effet, il ne sera pas possible de penser à l'avenir sans promouvoir l'alignement des objectifs des alliances sur les conditions de la recherche de haut niveau. L'environnement des alliances européennes devrait renforcer les options de réseau de recherche existants. Et les universités dites forte intensité de recherche devraient prendre l'initiative de rapprocher les universités et, bien sûr, les centres de recherche et les hôpitaux universitaires. Ce n'est pas le moment d'établir ici les grandes lignes d'un cadre européen de la recherche, mais c'est un sujet très actuel. Il faut n'oublier pas la responsabilité d'ouvrir une nouvelle évaluation, un nouvel système d'évaluation de la production scientifique, par exemple, les expériences des journaux Diamond, la science ouverte, Open Science, la recommandation de Quara et autres options à dimension européenne. À la fin, les alliances européennes n'ont pas, à ce stade, d'alternatives de même niveau. Et c'est ma dernière réflexion. Il s'agit de l'initiative universitaire en matière de coopération qui suscite le plus d'attention au niveau international et qui maintient une énorme tension du travail partagé. C'est un modèle qui fait l'objet de l'attention des universités de l'Amérique latine, des zones émergentes de l'Asie, des structures de coordination d'Afrique et d'autres systèmes universitaires auxquels nous devons faire attention. Les actions internationales émergentes doivent être considérées à court terme comme un élément essentiel de l'avenir de l'université. Cependant, évidemment, une référence qui n'est qu'une considération très large, car si des asymétries existent en Europe, elles peuvent être encore plus frappantes dans d'autres parties du monde. Mais les mouvements internationaux sont constants et ne doivent pas être oubliés. Ce sont les 10 questions que je voulais vous présenter. L'intention est de préciser les options, les fenêtres pour l'avenir et les discussions partagées. Il est clair que les alliances européennes sont là pour rester, mais il est clair aussi que nous devons penser et réfléchir aux options qu'elles nous offrent. Le président Macron n'a probablement pas pensé aux possibilités à moyen et long terme ouvertes par sa proposition. Mais la réalité est qu'elles sont là.
et qu'il est de notre responsabilité d'y faire face. Je voudrais consacrer mon dernier commentaire à remercier une fois de plus à l'Université de Montpellier pour ces grands honneurs, pour ces grands moments de ma vie universitaire et pour m'avoir offert un de ces épisodes que l'université m'offre et que je n'oublierai jamais. Permettez-moi de vous remercier pour la dernière fois dans ma langue maternelle. Moltes gràcies a la Universitat de Montpellier per aquest gran honor, per aquesta gran distinció. És un moment històric en la meva vida professional que no oblidaré i els estaré infinitament agraït per aquest reconeixement, per aquest doctorat honoris causa i per aquest correccionament que, evidentment, jo no mereixo. Els vull donar les gràcies en nom de la Universitat de Barcelona, a la que tinc l'orgull de representar, per declarar, una vegada més, que la nostra línia de col·laboració amb la Universitat de Montpellier no només serà forta, sinó serà exitosa. Moltes, 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 moltes gràcies.